Bonsoir à tous, bienvenue sur InfoBrut. Dans ce nouveau numéro de dialogue, nous sommes avec Dr Ali Tounkara et nous allons parler de la CEDEAO qui, dans la gestion de la plus grande crise de son existence, beaucoup d'observateurs reprochent de tolérer le troisième mandat, de s'immiscer dans les affaires internes de ses États membres, d'émettre des recommandations qui n'ont aucune valeur juridique, ou d'imposer des sanctions qui ne sont pas inscrites dans ces textes. La CEDEAO ne semble pas non plus accepter la sortie de nos pays à son sein. Et nous nous posons la question sur ces dimensions physiques et psychologiques. Et pour en parler, je le disais, nous sommes avec Dr Ali Tounkara. Bonjour Dr Tounkara. Bonjour, merci beaucoup. Merci de nous faire plaisir d'accepter de dialoguer avec nous. Allons-y très vite parce que je vous ai fait attendre. Est-ce que vous partagez les reproches qui sont faits à la CEDEAO, parmi lesquels on peut citer sa tolérance du troisième mandat? Alors c'est vrai que quand on prend la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment tous les aspects en lien avec la gouvernance, ceux en lien avec l'intégration, les questions économiques, en passant par la mobilité des populations, généralement les populations dans leur écrasante majorité reconnaissent l'utilité sociale de l'instance qui est la CEDEAO. Mais c'est vrai que s'agissant du troisième mandat, est-ce un changement de constitution en vue d'aller vers un troisième mandat? Est-il comparable à la prise de pouvoir ou de pouvoir par des armes? Il y a 2 ans de cela, les différents commissaires de l'organisation avaient tenté de souscrire clairement cette prise de pouvoir à travers le troisième mandat dans les différents textes de l'institution, au même titre que le coup d'État militaire, donc que la prise de pouvoir par les armes. Et il s'est avéré que 4 voire 5 pays se sont opposés à ce que la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution en vue d'aller vers un troisième mandat soit comparable à la prise de pouvoir par les armes. Donc, ce qui pose un problème de l'égalité ou même de comparaison entre les deux formes. Certes, toutes les deux formes sont de nature une violence flagrante des textes fondamentaux des États, mais dans le même temps, il y a quand même une subtilité. Aujourd'hui, quand on interroge justement cette bonne gouvernance dont la CEDEAO brandit ça et là, les différents textes qui sous-tendent la gouvernance sont des textes malheureusement, à l'état actuel, ne considèrent pas ces différents troisième mandats au même titre que la prise de pouvoir par les armes, même si de plus en plus des voix à l'interne tentent de comparer la possibilité du troisième mandat à la prise de pouvoir par les armes, de façon simple. Donc docteur, ce n'est pas une tolérance du troisième mandat, mais ce sont ces textes qui sont insuffisants parce qu'ils ne prévoient pas ces cas précis. Et clairement, quand on lit le protocole additionnel relatif à la bonne gouvernance, on se rend compte que des manquements importants sont observables quant aux différents changements induits par les chefs d'État au terme de leur mandature en vue de se maintenir au pouvoir. On a vu les cas avec le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry, de même également la même tentative avec le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, sans occulter sur l'épineux cas sénégalais qui se trouve aujourd'hui sur toutes les lèvres. Mais le cas d'Alassane n'est plus une tentative, il est dans un troisième mandat, je pense. Clairement, donc, pour dire que ce serait au-delà de ce qu'on pourrait qualifier d'une envie généralisée vis-à-vis des populations de l'espace, en se référant à la textualité de l'organisation,
en se référant également à ces cas de refus, très souvent, qui viennent des États comme la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée, entre autres, on se rend compte que cette possibilité d'outrepasser la mandature anciennement prévue, d'abord par les textes fondamentaux des États, mais dans le même temps, le fait de s'opposer catégoriquement à l'idée de la limitation des mandats dans les textes de l'organisation régionale sont des témoignages éloquents d'une manipulation, d'une instrumentalisation de la CEDEAO de la part d'un nombre très infime de chefs d'État, mais lesquels chefs d'État, malheureusement, depuis leur nombre marginal, restent quand même des poids lourds, tant sur le plan économique, de même également en termes de réseautage avec les autres chefs d'État au-delà même du continent. Ces éléments réunis nous aident à comprendre qu'effectivement, le protocole additionnel de la CEDEAO contient en son sein des insuffisances voulues et entretenues par ces chefs d'État, mais dans le même temps, le même protocole a mis un accent particulier sur le cas de coups d'État ou de prise de parole, de prise de pouvoir par des armes, et toutes les conséquences qui doivent également découler d'une telle prise de pouvoir par les armes. L'autre désordre que nous remarquons au sein de la CEDEAO, c'est que certains pays, je pense au Togo, qui ne suivent pas les sanctions lorsqu'elles tombent. Aujourd'hui, la diplomatie togolaise se distingue ou bien se singularise par sa disposition à mettre son port à la disposition des États sanctionnés. Est-ce que ça, ce n'est pas encore un autre désordre au sein de la CEDEAO? Trois aspects fondamentaux aident à comprendre l'attitude hybride du Togo au sein de l'organisation sous-régionale. Le premier aspect, le Togo lui-même, certes, s'est inscrit dans la démocratie, mais lorsqu'on regarde la question de l'alternance dans le contexte togolais, lorsqu'on regarde le niveau de musulmans, des voix discordantes, y compris celles émanant de l'opposition, naturellement, on comprend heureusement pourquoi le Togo est moins ferme sur la nature des mandats ou même est moins attaché aux fondamentaux de la démocratie. Le deuxième élément important serait que ce qui apparaît dans les différents échanges au sein de l'organisation avec les pays qui connaissent des périodes de transition, notamment des pays où on a des militaires à la tête, comme le cas du Burkina Faso, du Mali, du Niger et même de la Guinée. Le Togo reste une sorte de passerelle entre ces États et la CEDEAO. Parce que, effectivement, ce que les autres membres de la CEDEAO demanderaient davantage à ces États, c'est de rester conformes à l'esprit de la démocratie. Donc, qui parle de la démocratie, parle de la tenue régulière des élections, parle également du choix effectué par les populations, notamment à travers les urnes, lesquels choix devaient, sans aucune forme d'équivoque, devaient être respectés et audibles. Or, à l'analyse, le Togo obéirait moins à une intelligence démocratique. Le dernier élément pour comprendre son attitude hybride, le Togo, au-delà du sensationnel, au-delà des interférences dont l'instance fait l'objet, Togo est dans ce qu'on appelle, en relations internationales, dans la réelle politique. À un moment donné, des sanctions, à un moment donné, des parcours des institutions, il est extrêmement important qu'un État soit conséquent avec lui-même dans la préservation de ses intérêts. Vouloir aujourd'hui
empêcher ces pays continentaux d'accéder au port togolais, vouloir aujourd'hui s'inscrire au nom de la solidarité sous-régionale dans la lignée de la fermeté. Togo s'est rendu compte que c'est lui qui est perdant au bout du compte. De ce fait, quant à l'accès à son port, d'ailleurs les voies aériennes, d'autres commodités qui sont certes à la limite limitées par l'organisation, mais lesquelles commodités sont tout à fait offertes par les Togo à l'endroit des pays en transition. Donc pour dire que ces trois éléments réunis nous aideront à comprendre pourquoi l'attitude du Togo reste une attitude difficile à saisir au regard de son caractère changeant au gré des événements. Les caractères du Togo, ce qui se passe au Sénégal, le troisième mandat, bon, qu'on soupçonne, les départs des États du Sahel. Qu'est-ce qui reste de la CEDEAO? Alors concrètement, que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent que la CEDEAO n'est pas contestée dans sa dimension économique, n'est pas contestée dans sa dimension intégration. Le gros problème de la CEDEAO aujourd'hui réside dans son aspect gouvernance. Le fait que le président Macky Sall, au terme de son quinquennat, censé organiser les élections générales, se permet en toute impunité, conformément au texte de la Constitution de la République du Sénégal, d'aller à l'encontre d'une volonté populaire exprimée, notamment qui est d'aller à l'organisation des élections générales avec un argumentaire du point de vue analytique qui reste quand même fallacieux et très peu convaincant. Maintenant, à ce niveau également, soyons l'issue de l'analyse. Au-delà de l'agir orthodoxe du président Macky Sall, la CEDEAO, elle est quand même aux abois. Aux abois parce que rester sans réaction ou sans action est perçu comme une sorte de lâcheté, voire une sorte de complicité. Agir également pourrait être vu comme une sorte de sévérité, comme une sorte, à la limite, de radicalité. Donc, vous comprendrez heureusement que lorsqu'une instance perd dans la durée la distribution de la justice de façon équitable entre ses membres, lorsqu'une instance dans la durée a du mal à retrouver l'équidistance, lorsqu'une instance dans la durée a accepté de s'inféoder à des puissances outre sous-régionales, naturellement, le cas dans lequel la CEDEAO se trouve aujourd'hui au Sénégal est tout à fait un cas inquiétant, à la fois pour la suivi de l'organisation, mais surtout à comment trouver ce qu'on pourrait qualifier de la pondération. Faire en sorte que le président Macky Sall reste respectueux des textes fondamentaux de la République du Sénégal, mais dans le même temps, de veiller aussi à ce que le président Macky Sall n'encourage pas davantage l'arrivée vers les chaos dont le Sénégal n'est plus loin. Donc, je pense que cette pondération aujourd'hui, elle n'est pas aisée à l'avoir, qu'on soit du côté du président Macky Sall ou qu'on soit du côté de l'organisation sous-régionale qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que ce sont les antécédents en termes de gestion de la gouvernance qui ont eu raison sur la pertinence, l'efficacité et même la légitimité de la CEDEAO que
les cas Macky Sall à proprement parler. Vous avez parlé précédemment d'insuffisance voulue et entretenue des textes de la CEDEAO. Et aujourd'hui, si on regarde l'attitude du Togo qui ne respecte pas tout à fait les sanctions de la CEDEAO, et par ailleurs, on voit Macky Sall qui sait que ce n'est pas éthique, ce n'est pas de l'éthique politique, ce qui se passe. Est-ce que finalement, ce n'est pas chacun pour soi au sein de la CEDEAO? Rappelons quand même qu'il y a un minimum d'ordre qui règne au sein de l'organisation. Cet ordre serait, et par moments, par endroits, traversé par des turbulences, lesquelles turbulences sont souvent internes, externes. Internes, on parlait tantôt des changements des constitutions, lesquels changements ont été jugés comme inopportuns, que ce soit le cas de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée, on en parlait tantôt, des turbulences aussi externes. On a vu avec étonnement à comment, à l'issue du coup d'État au Mali, le président français s'est invité, non pas en termes d'interférence, mais à visage découvert, dans ce qu'on pourrait qualifier de domaines internes des États. Ces éléments réunis expliqueraient le pourquoi aujourd'hui l'impression est donnée d'avoir une CEDEAO qui évoluerait un peu dans le désordre, ou d'avoir affaire avec une instance qui traverserait une période d'incertitude, voire de la pagaille. Mais au-delà, il faut quand même être lucide dans l'observation des faits. Quand on regarde aujourd'hui la mobilité avec laquelle les populations de l'espace font l'objet, quand on regarde toutes les largesses qui sont aujourd'hui accordées aux opérateurs économiques de part et d'autre, quand on regarde également tous les efforts qu'a consenti la CEDEAO, ou même que consent la CEDEAO, tant dans les pays en crise ou celles qui tendent vers des situations conflictuelles, sont des éléments qui nous laissent entendre qu'effectivement l'organisation a tout à fait toute sa place dans à la fois la stabilité dont le Sahel chercherait avec la plus grande rigueur, mais dans le même temps, le début d'accalmie qu'on a au Mali, faut-il le rappeler, a été aussi facilité grâce à l'envoi des troupes de la CEDEAO au courant de la même semaine de l'arrivée de la force française d'alors en 2013. Donc pour dire que l'instance peut avoir des difficultés dans son fonctionnement, et de là réduire l'organisation à son inutilité, réduire l'organisation à son efficacité, ce serait un procès justement, il n'y a pas que des points négatifs de la CEDEAO qu'on va parler. La CEDEAO, dans un communiqué rendu public mardi, a invité au dialogue et à la réconciliation avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tout en exhortant ces pays à rester dans le bloc régional et aux inquiétudes liées à la libre circulation sans visa et le droit de travail et de résider dans ces pays membres. La CEDEAO garantit aux citoyens des 15 pays membres de pouvoir voyager sans visa, de s'établir dans les pays membres pour y travailler ou pour y résider. Nous nous souvenons que beaucoup ont prédit que les implications sociales et économiques de la sortie de nos pays de la CEDEAO pourraient être de lourdes conséquences pour nos concitoyens, notamment pour la circulation, pour leur circulation et la circulation de leurs biens. Docteur, dans la promesse de la CEDEAO de tolérer la circulation de nos concitoyens, est-ce qu'il faut voir un acte de bonne foi ou de protection de ses propres intérêts?
À ce stade, il est difficile d'arriver à un jugement qui soit nourri des faits, mais davantage on risquerait de tomber dans des commentaires. C'est vrai qu'en ce qui concerne la circulation des populations, des personnes ainsi que celle de leurs biens, reste un atout important pour l'organisation. Mais dans le même temps, quelle que soit l'issue de ce départ acté par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, des raisons anthropologiques qui lieraient ces populations de part et d'autre finiront par avoir raison sur des considérations politiques, pouvoir et économiques. C'est vrai que dans un premier temps, on peut s'attendre à ce que les autres pays de l'espace durcissent des possibles coopérations bilatérales ou des possibles accords bilatéraux dont ces trois États tenteront d'obtenir auprès des autres pays de la CEDEAO. Mais au bout du tunnel, on va se rendre compte que soit cette proximité en termes de parenté ou même de consanguinité entre les populations finirait par amener certains chefs d'État à rester dans les mêmes accords de la CEDEAO, même si ces trois pays venaient à demander leur départ effectif et imminent. L'autre élément important serait que si les autres pays qui sont restés membres de la CEDEAO venaient à dégager une conduite commune à tenir face à ces trois États en termes de restrictions, en termes de sanctions, ce qui apparaît la plus logique du point de vue analytique. Mais sauf que dans les semaines ou les mois qui vont suivre une telle démarche commune dégagée entre les pays membres, effectivement, on peut assister à une certaine application, ça et là. Mais dans la durée, il serait difficile que tous les États appliquent de façon scrupuleuse les sanctions ou les mesures qui vont assortir du départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'instant. Donc pour dire que la réelle politique, la proximité anthropologique entre les communautés sont des éléments qui conduiront les autres pays à rester davantage solidaires vis-à-vis des trois pays, même si les trois pays également pensent à d'autres scénarios en termes de soulagement de souffrance dont leur communauté pourrait faire l'objet une fois que ce départ venait à être effectif et réel. Oui, dans son communiqué, la CEDEAO le dit, bien que implicitement, que nous ne sommes pas encore sortis. La CEDEAO continue de parler de 15 pays. Est-ce que c'est une façon de dire que nos dirigeants sont incompétents de nous sortir de la CEDEAO? Ou bien c'est l'espoir de leur retour prompt? Semble-t-il, les autres membres de la CEDEAO entendent à ce que les trois pays reviennent sur leurs décisions, d'où leur attachement au texte de l'organisation, lesquels textes prévoient sans aucune émotivité ce que tout départ observe un intervalle d'un an. L'intervalle d'un an permettrait non seulement d'engager des pourparlers qui pourraient amener les parties en présence de s'accorder sur l'essentiel. Mais dans le même temps, c'est aussi l'occasion pour les pays, si le départ venait à être effectif, de se prémunir de certaines surprises, s'agissant par exemple de la production des cartes d'identité nationale, en passant par les passeports biométriques et d'autres exigences liées au voyage ou aux documents de voyage sont des éléments en toute objectivité qui nécessitent le long temps. D'où la pertinence, au-delà de tout sentiment de conspiration, au-delà de tout sentiment de suspicion, d'observer un an. Admettons que les trois pays, leur départ venait à être effectif, naturellement, du point de vue matériel, aucun de ces trois pays n'est en mesure
de fournir en qualité et en quantité les pièces afférentes au voyage dont les populations ont besoin, qu'un de ces pays ne serait en mesure de signer ou d'obtenir des accords bilatéraux en un laps de temps. Tous ces éléments réunis pourraient nous aider à comprendre que l'intervalle d'un an est tout à fait compréhensible, même si on ne légitime pas. L'insistance sur le départ immédiat de la part de ces trois pays également interroge des aspects majeurs. Le premier aspect, pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la CEDEAO est à coup sûr de la conspiration à leur encontre. Vouloir respecter les textes de l'instance, donc aller à un an, naturellement, de complot pourrait être orchestré contre ces trois États. Le deuxième élément qui expliquerait pourquoi ces trois États veulent que leur départ soit immédiat. Vous n'êtes pas sans savoir que le cas nigérien, par exemple, l'organisation avait quand même décidé à ce qu'elle était ouverte à l'option militaire en vue de rétablir le président déchu Bobazoum. Dernier élément, ce niveau aussi, si les États venaient accepter d'observer un an, naturellement les différents engagements qui les lient, la CEDEAO, notamment quant à la tenue des élections générales, ces engagements vont être rappelés par l'instance, même réitérés par l'instance, afin que les militaires au pouvoir organisent dans les temps impartis les élections générales. Toutes ces raisons expliqueraient le pourquoi aujourd'hui les trois États qui viennent nous demander leur départ entendent que ce départ soit effectif à l'instant T et non que cela soit un départ conforme au texte de l'organisation. Pour preuve, même ils vous diront que on ne peut pas parler de texte dans la CEDEAO car la CEDEAO elle-même a toujours été la première à bafouer ces textes. La CEDEAO a toujours été l'agent qui a apporté entorse fondamentaux de ce fonctionnement. Donc de là, on peut comprendre heureusement que les deux parties en présence sont au cœur de la violation des textes. Les militaires ayant perpétré un coup d'État, naturellement dans toutes les constitutions, on a affaire avec un crime imprescriptible. De même également l'organisation de la CEDEAO, au regard de la nature et des types de sanctions infligées à ces États, à géométrie variable, on peut aussi dire que l'instance aussi à son tour a violé les fondamentaux de ses propres textes. Donc pour dire que de part et d'autre, les deux acteurs obéissent à tout, sauf à la conformité des textes. Cet acte de bonne foi de la CEDEAO, admettons, comment il est accueilli ou bien comment il doit être accueilli par les autorités des pays de l'État du Sahel, des États du Sahel? Sans être dans le secret, la gouvernance des militaires au pouvoir dans les trois États, tous laissent croire que la décision prise est irrévocable. D'ailleurs, les différents communiqués à l'issue de la réaction de la CEDEAO sont sans appel. Donc pour dire que... Non, là je parle de la tolérance de la CEDEAO à ce qu'on continue de voyager tel quel, sans visa et sans autre forme de procédure, quoi. De toute façon, pour la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger demeurent des membres à part entière. La CEDEAO est dans cette dynamique. Et d'ailleurs, pour que ce départ soit effectif, il faudra que les différents chefs d'État se retrouvent et de prendre acte au départ, partant de cet instant, qu'effectivement des considérations liées au voyage pourraient être étudiées, analysées au cas par cas. Mais à ce stade, en tout cas, du rapport tendu entre ces trois États et l'instance, pour le moment, au sein de la CEDEAO, les trois pays sont tout à fait membres à part entière. Et docteur, j'ai épuisé mes questions et notre dialogue tend vers sa fin. Si vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte. Alors, rappelons quand même que
Lorsque des organisations sont aux abois, lorsque les États ont l'impression que les organisations dans lesquelles ils appartiennent sont investies par des interférences, il est extrêmement important, certes, de regarder les textes, de ne pas avoir quand même les textes uniquement comme la boussole. L'état dans lequel se trouvent aujourd'hui les trois États et l'organisation, seul un dialogue substantiel pourrait amener les deux parties à s'accorder sur l'essentiel. Les textes sont utiles à ce stade de la divergence, voire de l'opposition. Les textes ont peu de rôle à jouer en vue d'arriver à un espace davantage solidaire, un espace davantage autonome, un espace davantage souverain. Pour ce faire, il est ici à ce que, de part et d'autre, qu'on observe un comportement équidistant entre les trois États et l'organisation. Les déclarations hâtives de part et d'autre n'aideraient aucunement à asseoir ce dialogue substantiel dont ces trois pays et l'organisation sous-régionale ont tant besoin, non pas parce que des hommes qui incarnent ces différentes instances veulent asseoir un pouvoir quelconque, mais plutôt tout cela doit se faire au seul bénéfice de communautés, lesquelles communautés sont quand même victimes des attaques terroristes parce qu'une décennie de cela, en dépit des efforts, qu'ils soient sécuritaires ou économiques, consentis ça et là. Donc le dialogue apparaît à ce stade l'arme la plus redoutable, non pas de ramener ces trois États dans l'organisation, ce qui me paraît une hypothèse marginale, mais plutôt d'arriver à une sortie peu douloureuse en vue, peut-être que de voir une AES qui ne serait pas l'ennemi de la CEDEAO, mais une alliance des États du Sahel qui serait un complément pour la CEDEAO, voire pour l'Union africaine. Merci, docteur, pour vos éclaircissements qui, j'espère, aideront les uns et les autres à se former ou à enrichir leur opinion. Quant à nous, Info Brut, nous demeurons engagés à continuer à nous acquitter de notre rôle de l'animation du débat public, de même que nous continuerons à chercher des informations mises à jour pour nos téléspectateurs que nous remercions d'avoir rejoint Info Brut. Bonsoir à tous.